Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 15 de cette Vuelta. On va revenir un petit peu sur le parcours, l'histoire de cette Vuelta, les cyclistes du jour. Il y en a quelques-uns que je pense que vous connaissez. Et un inconnu mais qu'il faudrait peut-être connaître. Et puis on regardera la météo, les conditions climatiques, mes favoris du jour, la stratégie, enfin un petit peu comme d'habitude sur les grands tours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette étape. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette étape numéro 15. Étape numéro 15, elle est dure encore cette étape numéro 15. Pourquoi? Déjà, elle est assez courte, 140 km. On aura beaucoup de dénivelé positif et surtout des gros pourcentages. C'est-à-dire qu'il y a 3 difficultés sur les 4 où on a des forts pourcentages, et notamment la montée finale qui est une montée extrêmement longue, et plus on est proche du sommet, plus les pourcentages sont durs. C'est ça qui en plus est assez exceptionnel, avec 3 derniers kilomètres où on sera sur du 13% de moyenne, et ça va faire mal. En plus, cette étape, elle n'arrive pas à n'importe quel moment de la course, elle arrive au bout de 15 jours de Tour d'Espagne. Elle arrive, on est au mois de septembre aussi, c'est-à-dire pour les coureurs, quand on arrive mois de septembre, on sait qu'on attaque quand même plutôt la fin de saison, avec une Vuelta qui est quand même un peu intense, et puis surtout voilà, 2 semaines de course. Demain, la journée de repos va faire beaucoup de bien, surtout que la première journée de repos, il y a eu quand même, voilà, ça a été une organisation particulière pour passer du sud-est de l'Espagne au nord-ouest. Ça a été quand même un petit peu tout un gros travail, et c'est vrai que ça a été une journée pas simple de récup au final pour les coureurs. Et puis là, c'est encore une étape extrêmement dure. Extrêmement dure. La montée finale est extrêmement longue, bien plus longue que celle qu'on a eue. Et puis voilà, avec ce final avec des pourcentages, parce qu'il ne faut pas croire, mais avant ça sera dur aussi du côté de la montée finale. C'est-à-dire que c'est pas on est à du 4% et puis d'un coup on passe à du 12%. Non. Il y aura déjà du 8-9% sur les passages précédents, sur les kilomètres précédents du côté de cette montée finale. Donc ça va être une longue journée. Et puis vous avez cette côte qu'il faudra prendre à 2 reprises, côte de première catégorie, qui sera non plus pas simple, avec également des forts pourcentages. Alors est-ce qu'on aura la victoire d'une échappée? Est-ce qu'on aura la victoire du peloton? Ça c'est la grande question. Bon, on y répondra dans la stratégie du jour. Et puis en termes de dénivelé positif, pour vous dire que c'est quand même une étape difficile, 3804 mètres, c'est la 4e étape du classement des étapes avec le plus de dénivelé positif, mais on va en bouffer du dénivelé positif encore un petit peu sur cette fin de Volta, même s'il y aura 2 étapes, on va dire, un petit peu plus faciles. Il y aura quand même des journées pas évidentes du côté du Pays Basque notamment. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Le parcours de cette étape numéro 15, fin de 2e semaine, on commence à attaquer le dur au niveau fatigue. On arrive au mois de septembre aussi, avec cette étape entre Infiesto et Valgrande Pajares Cuito Negru. Oui, je rappelle qu'on est à maintenant 45 jours de la fin de saison. C'est-à-dire que les coureurs vont avoir encore, grand maximum, une dizaine de jours de course encore dans les pattes. Donc on attaque vraiment la fin de l'année. Je rappelle, elle a commencé pour certains en janvier. Alors pas trop quand vous faites la Vuelta normalement, mais voilà, on commence à être dans un moment de grosse fatigue, et on sait que certains vont peut-être aller en Chine encore en toute fin d'année. Bon, on part de Infiesto, 3 côtes au programme, 4 côtes au programme, une hors catégorie, 2 premières catégories, en fait c'est 2 fois la même, et une côte de 3e catégorie. On part donc de Infiesto pour aller à Nava, et assez vite, au bout de 30 km de course, on arrive au premier passage de l'alto de la Coladiela, 6 km 5 à 8% de moyenne,
côte au kilomètre 37,5 et au kilomètre 88. La différence, c'est qu'au kilomètre 88, ça sera également un sprint bonification. Ce qui va peut-être inciter des coureurs à partir de loin. Je suis quand même pas convaincu parce que ce sprint bonif, il est quand même encore à plus de 40 km de l'arrivée. Bon, l'alto de la Cola Diela, 3 km compliqués, hein, 9,1%, 9,8, 10,1 dans ces 3 km là. Et vous avez également 2 km au-dessus de 7,5%. Voilà, il y a juste un replat entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2. Donc vous voyez, c'est un mur, encore une fois, de 3 bornes, comme on trouve souvent en Espagne. Hein. C'est pas une montée qui va être très longue, mais des gros pourcentages. Je crois qu'au maximum, on est à 12 ou 13. Donc en plus, ça veut dire que par kilomètre, on est plutôt sur des... c'est plutôt du régulier, c'est dur dans le régulier. Enfin, c'est régulier dans le dur plutôt. Et donc, il va falloir prendre en compte dans cet alto de la Cola Diela, 843 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'en termes de température, bon, il va pas faire chaud sur cette étape normalement, mais on baissera pas énormément en température vu qu'on sera même pas à 1000 mètres. On redescend vers Mieres et on attaque l'alto de Santo Emiliano, 5 km 6 à 4,9 de moyenne, côte de 3e catégorie, km 65. C'est-à-dire qu'on sera à mi-journée à peu près, hein, à mi-étape du côté de cet alto de Santa Emiliano. Bon là vous voyez c'est 2 km à 6,1%, 6,7, sinon le reste, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent sur cette montée, c'est pas celle-là qui va faire des gros écarts. Et puis on redescend vers Langreo pour un nouveau passage donc par l'alto de la Cola Diela, 6 km 5 à 8% de nouveau, sprint bonification. On redescend vers Figareo, le Pola de Lena, sprint intermédiaire, qui sera au kilomètre 111, c'est-à-dire à une trentaine de kilomètres de l'arrivée avant la montée finale extrêmement dure, le Val Grande Payares Cuito Negru. Ce Cuito Negru, il est dur, pourquoi? Long, 18 km 900, 7,1 de moyenne, color catégorie, et surtout la dernière partie est extrême en termes de pourcentage des 2,9 derniers kilomètres de cette montée, c'est du 13% de moyenne. Ça ne veut pas dire qu'avant c'est simple. Hein, encore une fois, vous voyez, il y a des bons pourcentages. C'est régulier, hein. Vous avez les 3 premiers kilomètres en dessous de 6%, ensuite vous avez déjà une belle première rampe, puis un replat entre le kilomètre 6 et le kilomètre 8 pour récupérer sur des pentes qui vont être de plus en plus dures jusqu'à avoir un pic entre le kilomètre 12 et le kilomètre 13 avec du 11,7% de moyenne au kilomètre, je rappelle bien de moyenne au kilomètre. Puis de nouveau une zone entre le kilomètre 13 et le kilomètre 15, et le kilomètre 16, pardon, on va être de nouveau sur un replat, et puis les 3-4 derniers kilomètres qui sont extrêmement compliqués, avec notamment un passage par ici à 24% de moyenne sur 100 mètres. Donc on est sur du 17, du 14,3 et du 14%. Les 2 derniers kilomètres, c'est extrême. Donc forcément, ça va faire des écarts entre les leaders. Forcément, ça veut dire qu'au pied de ce Cuito Negru, pour les échapper, il faut de l'avance. Beaucoup d'avance. Parce que là, je pense qu'on peut perdre facilement 2 minutes. On peut perdre 2 minutes dans les 3 derniers kilomètres. Ça veut dire qu'il faut au moins du 5 minutes d'avance, quoi, hein. Et sur une étape de 140 bornes, avoir 5 minutes d'avance, c'est pas quelque chose d'aisé pour les coureurs. Le final, on regarde un petit peu les derniers kilomètres. Vous voyez, c'est extrêmement rectiligne en plus. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment souffrir et être complètement raté, parce que vous voyez, donc 5 km de l'arrivée, 4 km, à partir de 3 km, allez, vous avez 2 épingles là qui notent le début de la dernière rampe compliquée. Mais bon, entre 3 et 2 km, vous avez que 3 virages, hein, ce qui n'est pas énorme. Et puis entre 2 et 1 km, c'est 2 virages, et ensuite c'est une longue courbe qui nous en met un dernier virage, enfin un avant-dernier virage, je dirais, aux 400 derniers mètres, le dernier quasiment au niveau de la zone d'arrivée, mais ça va être donc extrêmement dur et très rectiligne, donc il va falloir le prendre en compte avec quelques ronds-points, quelques secteurs, il faudra faire attention avec quelques rétrécissements ici et là. La météo avec un temps maussade, alors pas de risque de pluie, ou très léger, hein, on ne dépasse pas les 20-30%, mais avec une température en pleine qui va être beaucoup plus fraîche que les jours derniers, 20-23 degrés. J'ai pas réussi à voir la météo de la zone d'arrivée, mais je pense que si on calcule 1800 mètres, on va pas dépasser, je pense, le 12-13 degrés
au sommet de la dernière difficulté, ce qui va rendre donc la course agréable au niveau du temps pour les coureurs, pas au niveau du parcours, mais au niveau du temps pour les coureurs. Et puis un vent de nord entre 15 et 25 km/h, ça c'est pas mal le vent de nord, parce que vous allez voir tout de suite, hop là, il va frapper plutôt de dos sur la portion finale, sur la montée finale, donc ça va plutôt être intéressant pour les coureurs, ce vent de dos, et ça va forcément animer la course, parce qu'on ne pourra pas se cacher. C'est-à-dire ça va vraiment se faire la pédale. Je m'excuse, hein, quelques petits bâillements, pourtant il n'est que 15 heures, mais voilà, peut-être quelques petits bâillements, c'est paralympique, ça fatigue. Donc voilà, cette étape entre Infiesto et Valgrande Pajares Cuito Negro, on regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. Du côté de l'histoire de la Vuelta, on part du côté de Infiesto. C'est la deuxième fois qu'une étape du Tour d'Espagne passe par Infiesto. La première fois, c'était en 2008. On partait de San Vicente de la Barquera pour aller au fameux Alto de Angliru, 209 km. Et c'était Alberto Contador qui s'était imposé ce jour-là devant Alejandro Valverde et Joaquim Rodriguez. Contador qui prenait même la tête du général devant Leipheimer, Sastre et Mosquera, et Egoy Martinez qui était jusqu'à ce moment-là en tête du général, et bien descendait à la 8e place. David Moncoutier était 12e à ce moment-là du côté de la Vuelta. On poursuit avec l'Alto de la Cola Diela. Plusieurs passages de la Vuelta. Ça sera le 5e passage de la Vuelta par l'Alto de la Cola Diela. 5e et 6e passage, même vu qu'il y en aura 2 aujourd'hui. Premier passage, c'était en 2000, lors de l'étape numéro 16. À ce moment-là, c'était Gilberto Simoni qui s'était imposé l'Italien devant Jan Rusca et Roberto Heras qui était en tête du maillot rose. On arrivait déjà du côté de l'Alto de l'Angliru en partant d'Oviedo, 4000 mètres de dénivelé positif. Et donc il y avait cet Alto de la Cola Diela, l'Alto de El Cordal et ensuite l'Alto de l'Angliru pour finir. À ce moment-là, eh bien Roberto Heras était en tête du général avec 3,41 d'avance sur Casero et Pavel Tonkov prenait la 3e place du général. On a eu ensuite un passage en 2005, en 2008. Dernier passage, c'était l'année dernière. Et oui, en 2023, où on enchaînait de nouveau l'Alto de la Cola Diela, l'Alto del Cordal et l'Alto de l'Angliru. Et c'était Primoz Roglic qui s'était imposé sur cette 17e étape devant Vingegaard et Sepp Kuss. Ça avait été un triplé Jumbo devant 2 coureurs de la Visma, Landa et Wout Poels. Tiens, Landa, présent sur cette Vuelta. Ayuso Brook avait pris la 7e place sur cette journée. On continue avec l'Alto de Santo Emiliano. Là, ça sera le 11e passage, hein, je crois, de la Vuelta. Premier passage également lors de cette fameuse étape 16 de la Vuelta 2000. Et puis on y est passé en 2022 lors de l'étape numéro 8. On arrivait au Colao Fonquaya. Vainqueur ce jour-là, c'était Jevine devant Marc Solé, Taramae et Thibaut Pinot qui était dans l'échappée de cette journée. Et cet Alto de la Cola Donna était en tout début de journée. Non, l'Alto de Santo Emiliano, c'est aussi en début de journée. C'était les 3 premières côtes du jour sur une étape qui était assez courte, pardon, 153 km. Mais il y avait une vraie phase de transition en cours de journée. Je vais réussir à faire une phrase en français. Et puis on passe par donc ce fameux Cuito Negru. C'est seulement la 2e fois que la Vuelta va passer par cette difficulté du Cuito Negru. La dernière fois, c'était donc en 2012. On partait de Riron pour aller dans cette montée. C'était Dario Cataldo qui s'était imposé en partant dans le dernier kilomètre devant Thomas de Rent et Joaquim Rodriguez. À l'époque, Dario Cataldo qui faisait partie de l'équipe Omega Pharma Quick-Step. C'était la 2e équipe dans sa carrière, lui qui a commencé en 2007 et qui va prendre sa retraite en fin de saison du côté du Tour de Lombardie. Dario Cataldo qui a été marqué par une chute l'année dernière lors du Tour de Catalogne. Et Dario Cataldo qui avait remporté sa première victoire sur un grand tour. Il gagnera également une étape sur le Tour d'Italie, mais jamais
d'étapes sur le Tour de France. Voilà. Pour le coureur italien qui a 39 ans, donc devant De Ret. Joaquim Rodriguez était troisième devant Contador et Valverde. Et c'était Joaquim Rodriguez qui reprenait 2 secondes d'avance sur Contador. Il y avait 28 secondes entre les deux sur cette Vuelta 2012. Mais à la fin de cette Vuelta 2012, eh bien, c'est Contador qui s'imposera. Rodriguez ne prendra que la 3e place pour cette 67e Vuelta de l'histoire. On passe au coureur du jour, au cycliste du jour. On va commencer, avec José Luis Rubiera, un lieutenant de Lance Armstrong, lieutenant pendant quasiment toute la carrière pendant une grande partie de la carrière de Lance Armstrong chez US Postal entre 2001 et 2005, et il va participer au Tour de France avec Lance Armstrong. Il va également participer à Discovery Channel, à Astana, à Radio Shack, donc c'était vraiment un proche de Lance Armstrong, lui qui avait commencé du côté de la Kelme. Alors, il avait été également dans l'équipe Artar en 95, équipe où il y avait notamment un japonais, Kikuta, qui était dans cette équipe, qui n'aura pas une grande carrière, Kikuta. Mais voilà, c'est peut-être même l'un des premiers japonais à avoir été chez les professionnels dans cette équipe. Et il y avait Unai Echevarria également, qui était tout jeune coureur espagnol, lui qui ira ensuite du côté d'Euskaltel. Unai Echevarria, donc vainqueur de 2 étapes sur le Giro, de 2 étapes, 2 fois deuxième du général du Tour de Burgos, vainqueur d'une étape du Tour de Quinquelé, vainqueur du Tour d'Alerantero, deuxième de la Châteauroux classique de l'Ingres, Trophée Feigneux, qui n'existe plus. C'est une course qui avait été un peu en Coupe de France, qui a disparu en 2014 avec la victoire de Iko Kaisse cette année-là, et c'était la première fois qu'elle était professionnelle, parce qu'avant c'était le critérium professionnel de Châteauroux au mois d'août, et là c'était la première fois que c'était une épreuve vraiment professionnelle, classique on va dire, cette classique de Châteauroux. Et puis bien entendu, quand on pense à José Luis Rubiera, 22 participations à des grands tours, mais forcément le spectre du dopage rôde sur lui, parce que quand on a été équipier de Lance Armstrong, quand on est passé également chez Astana et par la Kelme, il y a quand même peu de chances de ne pas avoir goûté aux fruits du dopage du côté de Samuel Sanchez. Et oui, Oviedo, Samuel Sanchez, Oviedo, la ville également de Fernando Alonso, coureur qui a été également suspendu pour dopage. Ça, c'est peut-être pas hyper connu du côté de la carrière de Samuel Sanchez. 2 équipes, Euskaltel Euskadi, puis la BMC, quand la formation espagnole s'est arrêtée. Il a été parmi ses grands résultats, champion olympique en 2008, également vainqueur du classement de la montagne du Tour de France en 2011, deuxième du général en 2010 et 5e en 2011 de cette course. Sur la Vuelta, il a fini deuxième en 2009 du parcours de la Vuelta, troisième en 2007, avec pas mal de victoires dans sa carrière. À Samuel Sanchez, pêle-mêle un petit peu dans les victoires de Samuel Sanchez, 5 étapes de la Vuelta, vous avez également une étape du Tour de France, vous avez deuxième du général du Tour de France, le 3 fois deuxième du Tour de Lombardie, 34 victoires dans sa carrière à Samuel Sanchez, pour ceux qui veulent savoir, et qui a mis du temps avant de s'imposer. C'est un coureur qui est arrivé très jeune chez les professionnels et qui a mis 3-4 ans avant d'être performant, un peu comme Thomas Vauclair aussi, qui avait mis un petit peu de temps avant d'être bon chez les professionnels, parce que dans ses premiers résultats il y avait eu 9e de Paris-Nice, mais c'est en 2003, alors que il commence en 2000, un début de carrière qui avait pas été si exceptionnel que ça du côté de ce coureur. Il avait eu un problème de genou en 2001, puis il avait été marqué également par le décès de sa mère en tout début de carrière, ce qui n'avait pas été facile. Et puis il avait réussi à faire deuxième du Trobro-Léon en 2000, puisque à ce moment-là on ne savait pas trop quel profil de coureur c'était, et puis
Ensuite, il est allé beaucoup plus chez les leaders du général. Et puis, on termine avec José Manuel Fuente, double vainqueur de la Vuelta en 74 et 72, 9 fois vainqueur d'étape sur le Giro. 4 classements de la montagne également du Giro, 71, 72, 73, 74. L'un des meilleurs grimpeurs de sa génération avec Luis Ocaña et bien entendu Eddy Merckx, vainqueur également du Tour de Suisse en 73, deuxième du Giro en 72, troisième du Tour de France en 73, c'est-à-dire qu'il a été sur les podiums des 3 grands tours, et ça, ce n'est pas anodin. Une carrière très courte, seulement entre 1970 et 1976, il est mort assez jeune, il faut le dire, également. José Manuel Fuente a seulement 51 ans. C'est un coureur qui a eu des problèmes de rein, une infection rénale qui s'était déclenchée lors du Tour d'Espagne 75 et il va être obligé de mettre entre parenthèses sa carrière. Il va retenter de revenir en 76, ça ne va pas remarcher avec l'équipe de Felice Gimondi, la Bianchi, et il va être obligé de faire des séances d'hémodialyse. Donc voilà, pour que ces reins fonctionnent correctement. Il va même créer une équipe cycliste, la classe Cajas Tour, qui va s'arrêter en 93. Et puis il est obligé de subir une transplantation rénale en mai 96, mais il n'arrivera pas à accepter correctement la greffe. Et il décède 2 mois plus tard, après 2 semaines d'hospitalisation. Et voilà, il a eu une carrière qui a été marquée par ses problème au rein, mais entre 70 et 76, et 75, ça a été l'un des meilleurs grappeurs au monde. On regarde tout de suite du côté de la stratégie. Pour moi, victoire d'un leader. Parce que je pense qu'en fait, il faut beaucoup d'avance pour gagner cette étape. C'est-à-dire que quand tu vois la difficulté de la montée finale, je ne sais même pas si 5 minutes c'est suffisant au pied de la montée finale. Sauf que, encore une fois, il n'y a que 140 km, dont 120 km pour faire l'écart, 110 km pour faire l'écart. Réussir à choper 6-7 minutes d'avance en autant de kilomètres, en sachant que tout le monde voudra prendre l'échappée, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors on peut quand même tenter le coup si l'échappée se fait vite, hein. On a vu il y a 2 jours, l'échappée s'est fait rapidement, mais ça va quand même pas être simple. Si l'échappée met déjà 30, 40, 50 km à se faire, ça sera très compliqué d'avoir suffisamment d'avance dans le final. Du côté de mes favoris, Primož Roglič, on voit qu'il est quand même très fort dans les montées, donc il faudra se méfier. Je retente Carapaz. Peut-être qu'il était dans un mauvais jour. Il y a 2 étapes, donc je retente Carapaz. En échappée, au cas où une échappée irait au bout, je tente Max Poole, parce qu'il me semble quand même plutôt en forme. Et puis en grosse cote, Landa, qui tenterait une attaque de loin, un truc de fou ces derniers temps. Ben voilà, pourquoi pas en grosse cote. Allez, en programme télé, départ fictif à 13h51, l'alto de la Coladiela, première catégorie à 105 km de l'arrivée, le premier passage de cette montée entre 14h46 et 14h51. L'alto de Santo Emiliano en troisième catégorie à 78 km de l'arrivée entre 15h25 et 15h36. L'alto de la Coladiela, deuxième passage entre 15h19 et 16h53. À ce moment-là, on sera à 55 km de l'arrivée pour une arrivée prévue, quant à elle, entre 17h20 et 17h42. Puis nous, on se retrouvera entre 21h et 22h pour faire le débrief de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!